Cette année, pour le CNRD, nous avons réalisé, monté et filmé un spectacle à la mairie du 17e arrondissement. C'était beaucoup trop long pour vous le présenter tel quel, mais pour vous faire une idée, vous trouverez ici le scénario du spectacle, quelques extraits filmés et quelques photos. Et puis, bien sûr, si cela vous fait plaisir, nous pourrons vous le rejouer. Privés de notre identité dès notre arrivée, à travers le numéro encore tatoué sur nos bras, nous n'étions plus que des stucs, c'est-à-dire des morceaux. Et nos évocations aussi seront des stucs, parcellaires comme nous, comme le travail de la mémoire. Le seul moyen d'évoquer l'invisible est le retour à l'art. Mais peut-on raconter? Le pourra-t-on? Un doute me vient sur la possibilité de raconter. Non pas que l'expérience vécue soit indicible, elle a été invivable. N'y parviendront que ceux qui sauront faire de leur témoignage un objet artistique, un espace de création ou de recréation. Janvier 1945, le complexe d'Auschwitz-Birkenau fut évacué. Les derniers camps furent évacués en avril-mai 1945. Certains camps furent soulevés de l'intérieur contre les Murmini, certains ont été ouverts, d'autres libérés, et ce à des dates différentes. Ainsi, Buchenwald fut libéré le 11 avril 1945 et de l'intérieur et par les Alliés. Mais Auschwitz, après la marche de la mort qui avait en grande partie vidé le camp où il ne restait que des malades, fut découvert par les Russes puis par les Américains. On ne voit aucun homme, seuls des ombres en vêtements horribles. frightful, yes, frightful. Quand le soldat dit cela à haute voix, il y en a qui essayèrent de lui raconter des choses. Le soldat d'abord écoute, puis les types ne s'arrêtent plus. Il raconte, et bientôt, le soldat n'écoute plus. Nul ne réveillera cette nuit les dormeurs, il n'y aura pas à courir les pieds nus dans la neige. Il ne faudra pas se tenir les poings sur les hanches jusqu'au matin, ni marquer le pas, le genou plié devant un gymnasiaire que des morts. Oh, vous qui passez, ne réveillez pas cette nuit les dormeurs. Notre libération de Buchenwald par l'armée américaine 11 avril ne fait pas une fête. Pour célébrer une fête, il faut être impatient. Mais dans la majorité des cas, lors de la libération n'a été ni joyeuse ni insouciante. Pour la plupart, elle sonnait sur un fond tragique de destruction, de massacres et de souffrances. 51 000 mères, épouses et des centaines de milliers d'enfants accusent. Nous qui sommes restés en vie et qui sommes des témoins de la brutalité nazie, avons regardé avec une rage impuissante la mort de nos camarades. Si quelque chose nous a aidés à survivre, c'est d'éviter que le jour de la justice arriverait. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous jurons sur ces lieux de crimes fascistes, devant le monde entier, que nous abandonnerons seulement la lutte quand le dernier des responsables sera condamné devant le tribunal de toutes les nations. Notre idéal est la construction d'un monde nouveau dans la paix et la liberté. Nous le devons à nos camarades tués et à leurs familles. Levez vos mains et jurez pour démontrer que vous êtes prêts à la lutte. Nous jurons! Je suis revenu. Ainsi, vous ne saviez pas qu'on revient de là-bas. On revient de là-bas et même de plus loin. Quand les rescapés arrivaient à Paris, la singularité absolue des déportés, nous devions parler de rescapés, pas de déportés, par rapport aux autres revenants de fardes blanches. En juger par le tampon imposé au bas de l'impatrié, il y avait deux sortes de rapatriés, les déportés politiques et les déportés rations. Alors que les actualités cinématographiques les amalgament. Les prisonniers reviennent chaque jour par milliers. Pour eux, le cauchemar est fini. La France se réjouit aux fraternistes dans les rues. Les journaux consacrent des colonnes entières aux déportés, aux résistants. Va-t-on parler des Juifs? Va-t-on saluer parmi nous le retour de ces rescapés? Va-t-on parler de ceux qui sont morts dans les chambres à gaz de Lublin? Non, pas un mot, pas une ligne dans les quotidiens. Henri Borland, dans Merci d'avoir survécu, raconte comment, au retour de la déportation, il
Il eut réussi, à force de démarches, d'obstination et de travail acharné, à reprendre ses études. En 2 ans et demi, je suis passée du certificat d'études à la faculté. D'autres n'ont pas eu les mêmes opportunités. À son retour, Hila Ganspan dut, elle, être soignée. Donc je n'ai pas eu de possibilité de reprendre des études. J'avais presque 17 ans, le certificat d'études, point final. Pas de bourse. Quand on n'est pas élève, on n'a pas de bourse. Je vous dirais que rien n'a été fait pour remettre les adolescents dans le circuit scolaire. Le procès de Nuremberg du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 fut une nouvelle occasion de revenir dans les médias sur les crimes perpétrés par les nazis et sur l'univers concentrationnaire. Plusieurs procès furent ouverts pour juger les responsables. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de 5 années de crimes. Peu à peu, la France qui se reconstruit veut oublier, tandis que de multiples problèmes se posent aux survivants. Écoutons ces 2 amis qui parlent tout en buvant un ersatz de café. Moi, je reçois du courrier de ma cousine. Vous savez, celle qui est partie en Israël. Elle veut que je vienne, mais je ne sais pas trop quoi en penser. Mon fils ne voit pas pourquoi partir. Mais j'aimerais vivre. Je ne veux plus vivre ici. Je sais que c'est un de mes voisins qui a dénoncé Samuel. J'ai dû lui dire bonjour, lui adresser la parole. Je lui ai peut-être même tenu la porte. Il a tué Samuel. Il l'a tué car c'est comme s'il l'avait fait de ses propres mains, alors que je lui ai tenu la porte. J'aimerais fuir. Mais c'est loin, Israël. J'aimerais rejoindre ma cousine. Mais je ne saurais même pas le situer sur une carte. Elle dit que c'est le pays de mes ancêtres. Mais ils n'étaient pas là-bas, mes ancêtres. Ils étaient en France pour défendre leur pays. Ils en sont même morts. Et puis, si je partais, ça ferait trop plaisir aux gens ici. Ces gens que j'aimais bien avant. Les survivants ont du mal à parler. On ne les écoute pas ou très peu. Et peu à peu, le silence s'installe. Les Alliés ouvrent les portes, toutes les portes. Les déportés regardent se reprendre. Sont-ils libérés? La vie quotidienne va-t-elle les reconnaître? Je ne suis pas responsable, dit le capot. Je ne suis pas responsable, dit l'officier. Je ne suis pas responsable. Alors qui est responsable? Au moment où je vous parle, l'eau froide des marées et des ruines remplit les croix des charniers. Une eau froide et opaque, comme notre mauvaise mémoire. En 1964, une loi est votée déclarant imprescriptibles les crimes contre l'humanité. Elle permettra l'organisation ultérieure de grands procès dans le cadre d'un réveil de la mémoire de la Shoah. La remise en question du mythe d'une France presque entièrement résistante est la condition du réveil de la mémoire. En 1961, le Concours national de la résistance et de la déportation vise à perpétuer la mémoire parmi les jeunes générations. Ce n'est que récemment, quand il y a eu des thèses négationnistes qui ont apparu, que les anciens déportés en particulier ont commencé à dire « Ah non, trop c'est trop, il pousse le bouchon un peu trop loin, on va dire maintenant ce que nous savons, et les témoignages sont venus. » D'autres réussissent à retourner sur le lieu de déportation, témoignent pendant les écoles et au collège carrément. Je me suis dit, ça sera peut-être bon de raconter ce que nous avons connu avant de disparaître, pour laisser une trace. Des séries télévisées sont tournées comme Holocauste en 1978 sur la MNC et en France en 1979 sur Antenne 2. Des films comme Shoah sortent en 1985 par Jacques Lanzmann. Des monuments sont érigés, certes au Père-Lachaise, des monuments à la mémoire des victimes du camp de Birkenau fut inauguré en juin 1949, comme celui à la mémoire de Nguyen, mais les autres furent beaucoup plus tardifs. La parole est libérée. On
pas de mémoire, de devoir de mémoire. Mais d'aucuns trouvent que l'on en parle trop. Jamais plus, toute une vie durant, même sous le soleil de Saint-Paul-de-Vence, je n'ai pu voir les figures de Giacometti sans penser aux promeneurs de Buchenwald. Répétons-le, oublier les morts, c'est nier une deuxième fois. C'est nier la vie qu'ils ont eue, l'espérance qu'ils les portaient, la foi qu'ils les animaient. Qu'est-ce qui est pire que l'oubli? De même qu'il existe des crimes contre l'humanité, il existe des crimes contre l'oubli. Dans le recueillement et l'émotion, je suis venue rappeler que la mémoire sera toujours plus forte que le jeu. Souvenez-vous toujours, n'oubliez jamais les victimes des temps les plus sombres de l'histoire des hommes. Sachez résister et vous engager quand l'essentiel est en jeu, car rien n'est jamais acquis. Combattez sans relâche ceux qui prônent en France et dans le monde la haine, le racisme, l'antisémitisme et l'intolérance. C'est votre honneur et votre devoir, en hommage aux victimes et au nom de l'avenir.